Musée de la préfecture de police de Paris. Dans ses vitrines, la collection d'objets la plus incroyable de l'histoire de la criminalité en France. L'œilleton dans lequel le docteur Petiot regardait agoniser ses victimes, la cordelette qui servit à étrangler l'huissier Gouffé, la chaudière de Landru. Couteaux, revolvers, matraques, toutes ces armes ont été utilisées pour commettre les crimes les plus abominables. À partir du 19e siècle, les policiers font appel à la science pour résoudre leurs enquêtes. L'anthropométrie, l'étude de l'iris humain, la graphologie et la morphopsychologie sont utilisées. Dans les archives du musée, les comptes rendus d'enquête, les scripts des interrogatoires, les croquis des scènes de crime vont nous emmener sur la piste sanglante des plus grands meurtriers de l'histoire. Paris, décembre 1937. L'exposition universelle ferme ses portes. Pour la première fois, dans la capitale se sont fait face les symboles de deux grandes puissances, la croix gammée et la faucille et le marteau. Depuis 1933, Hitler est au pouvoir en Allemagne et les soldats SS du Troisième Reich se préparent à la guerre. Les cagoulards et le Front populaire s'affrontent, tout le monde est sur le qui-vive. Dans ce désordre général, certains en profitent et veulent gagner leur place au soleil. C'est le cas d'Eugène Weidmann, un très bel Allemand de 30 ans fraîchement installé à Paris, qui veut briller par tous les moyens. Mensonges, braquages, prise d'otages, il est prêt à tout pour assouvir sa soif d'argent et de pouvoir. Dandy sensible au regard de velours, Eugène Weidmann devient la coqueluche de la presse et d'une foule d'admiratrices. Mais sa popularité ne le sauvera pas. Il sera le dernier condamné au couperet de la guillotine, exécuté sur la place publique. Il est 14h30, ce mercredi 8 décembre 1937, à la Celle-Saint-Cloud, en région parisienne. C'est dans ce quartier résidentiel, calme et loin de toute agitation, que l'inspecteur Émile Bourquin et l'agent Ange Poignant surveillent une maison appelée la Voulzie. La personne qu'ils cherchent, un certain monsieur Carrère, est suspecté d'être impliqué dans l'assassinat d'un agent immobilier, monsieur Le Sobre. C'est une simple mission de reconnaissance, mais sait-on jamais, elle pourrait peut-être déboucher sur une piste intéressante. L'agent Poignant se fait discret, tandis que l'inspecteur Bourquin fait le guet devant la maison. Ils regardent la maison et ils s'aperçoivent qu'il y a dans la cour de cette maison deux voitures, qui d'ailleurs ont toutes les deux les mêmes immatriculations. Et il y a notamment une voiture qui est une Celta 4 Renault, qui ressemble fortement à celle de Le Sobre qui a été dérobée au moment de l'assassinat de ce dernier. Donc ils restent là sur le pas de la porte. C'est alors qu'un jeune homme apparaît. Il est vêtu avec une certaine élégance, il avance sereinement, caresse un chien en observant le policier et se dirige naturellement dans sa direction. Arrivé à la hauteur de l'inspecteur Bourquin, il lui demande « Vous cherchez quelque chose ?»« Monsieur Carrère », lui rétorque Bourquin. « C'est moi. Que puis-je pour vous ?» À ce moment-là, Ange Poignant, qui était en planque, rejoint les deux hommes. « Nous sommes des agents des contributions directes. Nous recensons les personnes imposables. Pouvons-nous entrer chez vous ?» Carrère, naturel et souriant, leur indique d'un geste de la main la direction du pavillon. Mais les deux inspecteurs restent sur leur garde. Ils ne sont pas à l'abri d'un coup d'éclat. La maison est petite et étroite. Une fois installé dans le salon, M. Carrère demande une pièce d'identité prouvant qu'il a bien affaire à des agents du fisc. Poignant, pris de court, sort sa carte de policier. Le suspect ne réagit pas. À son tour, Poignant lui demande ses papiers d'identité. Carrère met sa main dans sa poche intérieure et avec un sourire, sort un pistolet.
Les voilà mes papiers, crie-t-il en tirant sur les inspecteurs. Ils tombent tous les trois sur le divan. Poignant est légèrement blessé à l'épaule gauche. Bourquin évite de peu une balle qui lui érafle l'arcade sourcilière. En quelques secondes, Carrère est passé d'un état calme à une fureur animale. Il se débat avec une énergie incroyable. Les inspecteurs n'arrivent pas à le calmer. Lui continue à tirer. Alors d'un seul coup, il se retrouve effectivement pris dans quelque chose qui les dépasse complètement. Heureusement, un des policiers a la stature d'un rugbyman, donc il va plaquer Carrère, qui se défend vraiment comme un beau diable. Il va le plaquer au sol, mais ils ne sont pas armés, ils ne prennent jamais leurs armes avec eux et ils sont vraiment très embarrassés. Alors que Carrère reprend le dessus, Bourquin aperçoit sur une table un marteau de tapissier. « Vas-y !» lui crie Poignant, « frappe !» Poignant frappe Carrère à la tête de toutes ses forces. Au bout de quelques instants, le tireur lâche son arme et s'évanouit. Les policiers lui mettent les menottes et appellent du renfort. Ils ont eu une sacrée veine, ils sont sains et saufs. Carrère, allongé sur le canapé, est inanimé, le visage en sang. Il revient à lui alors que les inspecteurs le fouillent. Dans ses poches, les policiers trouvent un portefeuille, des tickets de métro usagés et un briquet en or portant les initiales RL. Raymond Le Sobre, l'agent immobilier disparu, pense alors Poignant. Dès le lendemain, la presse s'empare de l'affaire. Poignant et Bourquin, les deux vaillants policiers, posent fièrement pour les photographes. Les enquêteurs récupèrent sur place des dizaines de carnets écrits par Carrère. L'enquête promet d'être longue et riche en rebondissements. Mais qui est ce meurtrier étranger, inconnu des services de police? Et surtout, comment ont-ils trouvé sa piste? Raymond Le Sobre était agent immobilier. Quelques jours avant le drame, un homme s'était présenté à l'agence. La secrétaire décrit un jeune homme élégant, avec un accent allemand. Il lui a laissé une carte de visite au nom d'Arthur Schott. Un rendez-vous avait été pris avec Le Sobre, qui avait retrouvé ce client à bord de sa Renault Celta 4 quelques jours plus tard. Le Sobre avait avec lui 5000 francs. Il n'était pas réapparu après son rendez-vous. Le 28 novembre 1937, Raymond Le Sobre est retrouvé mort d'une balle dans la nuque, dans la cave d'une des propriétés qu'il faisait visiter. C'est le commissaire Primborgne qui est en charge de l'affaire. Il fait diffuser partout en France le signalement du suspect et c'est à Strasbourg que l'on retrouve Arthur Schott. Donc à partir de cette carte de visite, il cherche qui était Arthur Schott, qui est domicilié à Nice. C'est un représentant en lingerie féminine qui était au moment de la mort de Le Sobre en Alsace et de façon certaine, donc il a un alibi sans faille. Et il déclare que ses cartes de visite sont tout à fait récentes, qu'il n'en a pas donné beaucoup, qu'il en a donné une en particulier à son neveu Fritz Frommer. Donc les policiers vont chercher Fritz Frommer. Fritz Frommer habite dans un hôtel de la rue Saint-Sébastien dans le 11e arrondissement à Paris. La propriétaire dit « Ah oui, Frommer, non, je vois pas qui c'est. » Vous voyez, vous savez pas qui c'est, on m'a dit qu'il habitait ici. On veut juste savoir si monsieur, ça restera entre nous, si vous avez un monsieur Frommer. Alors là-dessus, elle dit oui, effectivement. Mais on a un petit problème, c'est que ça fait depuis maintenant une semaine qu'il devait revenir. Et il y a toutes ses affaires dans la chambre, il n'est pas revenu, il a disparu. Alors évidemment, on se pose la question, comment le retrouver? Il dit, mais vous savez, il y a une personne que vous pouvez voir, c'est son oncle, il s'appelle Hugo Weber, et il habite à Paris. Allez le voir parce que lui, il voit souvent son neveu. La police se rend chez ce Weber. Weber dit, oui, mon neveu, bon, il a eu des problèmes avec la police, il a été incarcéré en prison en Allemagne pour des activités communistes. Il n'y a qu'une chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il voit souvent un dénommé Carrère, un Allemand, un beau mec, mais un type très très douteux. Ce Carrère, Frommer l'avait rencontré pendant sa détention en Allemagne. Il avait été condamné pour tentative de kidnapping.
Ce dernier, après avoir purgé ses 5 ans de prison, vivait en banlieue parisienne, dans une maison bourgeoise de la Selle-Saint-Cloud. Il vendait des châteaux, roulait en limousine et disait avoir changé de nom de famille à cause de son casier judiciaire. Frommer était devenu son secrétaire particulier. Le commissaire Primborgne sent en ce Carrère une bonne piste à flairer. En contactant des agents immobiliers des Yvelines, il trouve son adresse. Il habite un pavillon appelé la Voulzie, dans un quartier résidentiel de la Selle-Saint-Cloud. Il envoie donc les 2 policiers Bourquin et Poignant pour mener l'enquête. La suite, c'est l'interpellation épique de Carrère le 8 décembre 1937, qui fait à ce moment-là la une de tous les journaux. On lui soigne ses plaies qui sont en fait que superficielles. On lui met un bandage qui le fait ressembler, comme dira Jean Genet, à un aviateur blessé tombé dans les prés ou une religieuse. Et là, les policiers commencent à l'interroger. À ce moment-là, il se met à répondre en allemand en disant « Ich verstehe nichts ». Je ne comprends pas, ils sont un petit peu embarrassés. Heureusement, l'un des policiers, lui, parle l'allemand, donc va pouvoir l'interroger en allemand. Le chef de police, Marcel Sicot, entre dans le bureau. Carrère est épuisé et arrive à peine à ouvrir les yeux. Sicot lui montre le pistolet 7,65 avec lequel il a tiré sur les policiers et qui correspond à l'arme incriminée dans le meurtre de Le Sobre. « Reconnaissez-vous cette arme ?» Le prisonnier acquiesce d'un mouvement de la tête. « Ainsi, Carrère, cette fois-ci, vous avez franchi le pas. Vous avez tué. » « Je ne m'appelle pas Carrère. Mon nom est Weidmann, Eugène Weidmann. » Pourquoi une fausse identité? Vous ne pouvez pas comprendre. Mais si je le peux, insista Sicot d'une voix qui se voulait paternelle. Libérez votre conscience, vous irez mieux. Pas ce soir, répond Weidmann. Je vous en supplie. Demain, je vous le promets, je vous raconterai tout. Vous ne serez pas déçus. Mais pour l'instant, laissez-moi dormir. Le policier n'insiste pas. Il sent que le prisonnier va passer aux aveux. Il peut patienter une nuit de plus. Le lendemain, Weidmann arrive, l'air détendu. Il ressemble à un fils de bonne famille. Rien dans son apparence ne laisse entrevoir la part obscure d'un meurtrier. Déclinez votre identité, lui demande Sicot. Eugène Weidmann, né le 5 février 1908 à Francfort-sur-le-Main. J'ai été employé de commerce, puis chauffeur. J'ai été condamné dans mon pays et au Canada aussi, où j'étais allé tenter ma chance. À mon retour en Allemagne, j'ai été arrêté à nouveau. Je suis resté en prison pendant 5 ans. Rapidement, Weidmann avoue les raisons de sa venue en France. Avec 2 Français, Roger Million et Jean Blanc, rencontrés à la prison de Prungesheim, il avait formé le projet d'enlever des personnes afin de demander des rançons. Ils s'installèrent donc près de Paris, dans une maison isolée de la Selle-Saint-Cloud, pour mettre leur plan à exécution. Sicot, qui traduisait l'interrogatoire sur un carnet, passa les notes à Primborgne. « C'est bon, dit le commissaire. Rentrons dans le vif du sujet. Le Sobre, pourquoi l'avez-vous tué? Par hasard. Je n'avais plus d'argent, je devais payer mon loyer. J'ai pensé à une agression. Là encore, c'est le hasard qui a décidé. Je marchais dans la rue de Saint-Cloud. La première boutique que j'ai vue, c'était une agence immobilière. Je suis entré. Monsieur Le Sobre m'a fait visiter 3 villas. Je lui ai dit que je reviendrais pour fixer mon choix. J'avais dressé un plan pour que personne ne me voie. J'ai demandé à Le Sobre de venir me chercher à la gare en voiture. J'avais décidé de le tuer à la villa Mon Plaisir, au moment où nous visitions la cave.
C'est ce qui s'est passé. Il est entré le premier, j'ai sorti mon Mauser et je lui ai tiré une balle dans la nuque, à bout portant. Il est tombé raide mort. J'ai pris alors les 5000 francs qu'il avait sur lui, plus son portefeuille, un briquet qui m'a paru beau et son trousseau de clés. Je suis reparti avec sa voiture que j'ai garée le soir même dans le jardin de la villa, après avoir changé les plaques minéralogiques. Weidman est en sueur et se tord les mains en gémissant. Et puis les inspecteurs de police quand même ont l'impression qu'il n'a pas tout dit. Mais ils n'arrivent pas à obtenir de lui plus d'informations dans un premier temps. Et finalement, ils ont l'idée de lui faire écrire ce qu'il a à dire et qu'il ne peut pas dire, parce que Eugène Weidman, à ce moment-là, dit « Oh, ma mère, ma pauvre mère », il s'effondre plus ou moins, ne pouvant pas en évoquer plus. Finalement, il saisit le stylo d'une main tremblante et écrit « Jean de Koven ». Les policiers se regardent interloqués. Ils s'attendaient à tout, sauf à ça. Et alors là, les inspecteurs de police sont complètement stupéfaits parce que c'était absolument pas ce à quoi ils s'attendaient. Pour eux, l'affaire de Koven, qui datait du mois de juillet précédent, était complètement obsolète et ils ne pensaient pas du tout arrêter l'assassin de Jean de Koven en même temps que l'assassin de Le Sobre. Jean de Koven était une danseuse américaine en vacances à Paris qui avait disparu en juillet 1937. Les policiers s'étaient mobilisés pendant 2 mois. Elle avait fait la connaissance d'un élégant garçon dans un hôtel du boulevard Haussmann. Elle était, selon les témoins, partie en sa compagnie et n'était plus réapparue. Une demande de rançon d'à peine 500 francs avait bien été faite, mais elle n'avait débouché sur rien et les inspecteurs avaient pensé à une simple fugue. « Comment l'avez-vous tuée » demanda Sicot. « Je l'ai étranglée. »« Pourquoi ?»« Ça a dérapé. Je l'avais emmenée à la Voulzy, elle était ravie et pleine de joie de vivre. Elle n'imaginait pas alors que je prévoyais de la kidnapper. Alors que nous discutions de danse, de ballet, je lui ai mis du chloral, un puissant sédatif, dans son verre, afin qu'elle s'endorme. Éreintée, je me suis assoupi à mon tour. Mais elle s'est réveillée pendant la nuit et a tenté de s'enfuir. Elle a récupéré mon pistolet dans ma veste et je me suis jeté sur elle. Nous nous sommes battus sur le lit et je l'ai étranglée. Et où l'avez-vous enterrée ? Sous le perron de la Voulzy. Vous la trouverez rapidement. Je ne l'ai pas enterrée profondément. Mais je vous en prie, ne m'amenez pas avec vous. Je ne pourrai pas le supporter. Les policiers n'avaient jamais rencontré de tueur aussi sensible. Weidman continua à écrire les noms de ses victimes. Koufi, un chauffeur de maître tué d'une balle dans la nuque et abandonné sur une route près d'Orléans. Leblond, un impresario tué en compagnie de Roger Million et abandonné dans sa voiture dans une rue de Neuilly. Frommer, un de ses amis, encore tué d'une balle dans la nuque, qu'il avait enterré dans la cave de la Voulzy. Voilà. C'est tout, dit Weidman, soulagé. Avec le sobre, ça fait 5, fit remarquer Sicot. C'est ça, dit Weidman. Fallait que ça finisse. Maintenant, je suis en paix. D'avance, j'accepte la punition qui m'attend. Je crois qu'au fond, j'ai peu de foi dans le bonheur et, malgré mes rêves, j'étais né pour l'échec. Les policiers empoignèrent Weidman pour le reconduire dans sa cellule.
Et donc les policiers, tout de suite, ont affaire à quelqu'un qui avoue tout, sans difficulté, qui est serviable, aimable, qui n'est pas du tout quelqu'un qui va les insulter, qui va vouloir nier des réalités. Et là commencent les premières interrogations en disant comment quelqu'un qui, comme lui, qui a un physique vraiment extraordinaire, qui parle parfaitement français avec un accent, certes un peu germanique, mais qui parle très bien, peut avoir fait des crimes aussi médiocres, aussi minables. Et c'est là où on commence à douter, en disant c'est pas possible, il y a d'autres raisons. Au lendemain de ces aveux, la presse est en effervescence. On s'interroge sur cet élégant meurtrier et les hypothèses foisonnent. Est-ce un espion nazi? Un terroriste? Que faisait-il en France? Qui sont ses complices? Y a-t-il d'autres victimes? Était-il fou? Tuait-il pour de l'argent? Il est vrai que le contexte politique des années 30 en France est difficile. La désintégration du Front populaire, les attaques terroristes de la Cagoule, le Troisième Reich en Allemagne et la montée du nazisme. Hitler est au pouvoir depuis 1933 et les Allemands sont de plus en plus présents en France. L'Allemagne en 1937, c'est la montée la grandiose du régime nazi. Je dis grandiose sans trouver une quelconque excuse à ce régime abominable. Mais voilà, il y a eu les JO de Berlin l'année précédente, qui ont quand même attiré les caméras, le monde entier a les yeux braqués sur cette Allemagne nouvelle et forte, quoi. De plus en plus de gens dans le pays suivent la doctrine d'Hitler aveuglément. Les Juifs commencent de plus en plus à affluer hors d'Allemagne, sachant que voilà, ils sont poursuivis et les pogroms se font de plus en plus fréquents. Voilà, les destructions de magasins, interdiction de pratiquer certains métiers. On en est vraiment au balbutiement de l'horreur qui va se révéler pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est dans ce contexte politique trouble de décembre 1937 que le procureur Balmary et le juge Berry vont continuer l'instruction. Tous deux sont soucieux de connaître la psychologie du tueur. Est-ce un petit malfrat devenu meurtrier par nécessité, un psychopathe ou même peut-être un espion allemand? Comment ce garçon de bonne famille a pu devenir un dangereux criminel? Les interrogatoires avec Eugène Weidmann vont être déterminants pour découvrir la face cachée du tueur. Et le juge Berry, qui va instruire l'enquête depuis le début, va chercher, d'abord évidemment à confondre, mais généralement on cherche à confondre les suspects pour qu'ils avouent des crimes. Là, il va chercher à confondre Weidmann pour qu'il puisse dire une autre vérité que la sienne, c'est-à-dire qui a commandité ces crimes, qui est derrière lui, qui peut le manipuler. Et on arrive effectivement dans le contexte international dont la presse ensuite va s'emparer. Eugène Weidmann est allemand. Il fréquente par le juif Frommer les réseaux de réfugiés juifs. Et là, toutes les questions commencent les unes après les autres. Est-ce que c'est un agent nazi infiltré? Est-ce qu'au contraire, il est au service ou manipulé par les réseaux clandestins d'opposants au régime nazi et on ne comprend pas, et on n'arrive pas à relier ces crimes. On ne peut pas admettre qu'on tue des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, parfois même des petites gens, dans le seul but de prendre ce qu'ils ont sur eux. Eugène Weidmann est né en 1908. Il faut dire une chose, c'est que le petit est particulièrement beau. Il est gracieux. On dit que une fée s'est penchée sur son berceau. Malheureusement, il va s'avérer que la fée était plutôt une carabosse et qu'elle avait des bien noirs dessins. Ses premières années d'existence, choyées par ses parents dans un foyer aisé, se transforment rapidement en cauchemar. En 1914, son père est mobilisé dans l'armée du Kaiser. Sa mère, obligée de travailler, décide de confier Eugène à ses parents, qui habitent Cologne. Il a 5 ans. Ce sont de fervents catholiques qui l'emmènent régulièrement à l'église. De cette époque, Weidmann se rappelle la tristesse et l'ennui.
Sa mère lui manque, il a besoin d'affection et d'attention, ce que ne lui donnent pas ses grands-parents. Pour chasser l'ennui qui le gagne de plus en plus, il commence à voler son entourage. Dès l'âge de 5 ans, ça commence. C'est-à-dire que tous ces gens qui viennent, voisins, parents, amis, quand ils repartent de chez les Weidmann, une fois rentrés chez eux, s'aperçoivent qu'on leur a fait les poches ou les sacs des dames. Quand ils viennent avec des enfants, par exemple, ce n'est pas rare que les gosses reviennent avec le nez, les yeux rougis et des bleus partout. Les gosses disant que c'est en s'amusant dans la chambre, qu'ils se sont fait ça eux-mêmes. Au bout d'un moment, des soupçons se font. Même chose à l'école. Les professeurs commencent à se rendre compte que beaucoup d'affaires disparaissent, que les cartables sont pillés souvent. Et c'est toujours en présence de ce petit Eugène, si beau, à qui on fait une telle confiance et qui a une personnalité très retors, mais très sympathique. Rapidement, Fanny, sa mère, s'en rend compte et l'envoie en maison de redressement. Il restera pendant 1 an à la maison de correction de Schlossdern, près de Limborg. À sa sortie, il est devenu plus retors et complètement dénué de scrupules. Un psychiatre, le docteur Fürstenhain, qui l'analyse à cette époque, voit en lui un déséquilibré, dégénéré supérieur, dont la puissance de décision dépend d'idées fantaisistes. Il est profondément égoïste et manque de sensibilité. Pourtant, Eugène est loin d'être insensible. Au contraire, la misère dans laquelle se trouve son pays le choque beaucoup. Avec l'inflation et le désastre de la guerre, la population est ruinée. Dans la rue, les gens mendient de plus en plus. Affamés, ils deviennent violents. Lui se mure dans les rêveries et la lecture. Ses auteurs préférés sont Goethe et Schiller. Il raconte: « Je passais des heures à lire, mais je comprends aujourd'hui que c'était pour fuir la médiocrité de ma vie quotidienne qui ne m'apportait que désillusion et rancœur. » Donc il va se forger une véritable culture. Et les récits qui le passionnent, c'est surtout des récits d'aventure avec Stevenson, Jack London, H.G. Wells. Et il va se trouver sa place dans ces lectures dans tout ce qu'il y a de négatif. C'est-à-dire qu'au lieu de choisir le héros, il va toujours prendre le côté noir de ces héros. Comme il dit, ils étaient comme moi, ils étaient tous à 2 visages. Et il va se forger une conception de la vie qui va être une conception négative. C'est-à-dire que tous ces vieux démons vont arriver, il va se dire que s'il réussit, c'est par les entourloupes et les mauvais coups. À l'âge de 18 ans, Eugène, ambitieux et utopiste, rêve de quitter l'Allemagne pour s'installer aux États-Unis. Sa mère, après quelques hésitations, accepte son départ. Le fait de se confronter à la vie d'adulte lui sera peut-être bénéfique, pense-t-elle. Mais n'obtenant pas de visa pour ce pays, il part vivre au Canada avec l'Office catholique d'émigration. Il y restera 2 ans. Il est engagé par un riche fermier, Martin Comstadt, qui se prend d'affection pour lui. Alors, il est bien au Canada, d'abord, tant qu'il est dans des familles où il est bien encadré. Il le dit lui-même, quand il se sent dans des familles structurées, où on fait la prière chaque soir, où il y a des rites d'organisation de vie. Mais son séjour dans la première ferme sera entrecoupé par une mésaventure qui est une hospitalisation pour une pneumonie. Et depuis cette hospitalisation, il ne sera plus le même. Le temps qu'il a passé à l'hôpital, manifestement, a changé quelque chose dans sa personnalité. Il a perdu le cadre de vie dans lequel il était et il est repris par ses vieux démons et il repart dans ses larcins. Alors que Martin Comstadt lui a accordé sa confiance, Eugène lui vole de l'argent. Il se fait arrêter et est condamné en 1928 pour vol, mais aussi fabrication et émission de fausses monnaies à Winnipeg. Il est incarcéré pendant 3 mois. En prison, il est fasciné par l'histoire du célèbre braqueur John Dillinger, que lui racontent ses codétenus. Il se renseignera aussi sur les techniques d'enlèvement et de demande de rançon, appelées les snatch rackets aux États-Unis. Après avoir terminé sa peine de prison, en 1929, il est renvoyé en Allemagne. C'est la Grande Dépression.
Le pays traverse une crise sans précédent. En 1932, les banques font faillite. La production industrielle tombe à 53% de son niveau de 1929. Le pays compte 4 740 000 chômeurs en mars, plus de 6 millions à la fin de l'année. Weidmann, lui, profitant de la cohue générale, continue ses méfaits. Ainsi, il cambriole 2 villas de riches notables tout près de chez lui. Mais ne portant pas de masque, il est vite reconnu. Il est condamné à 5 ans de prison à Saarbrück, dans l'établissement pénitentiaire de Prungesheim. Et c'est durant ces 5 ans que va se jouer, je pense, son destin de grand criminel. Alors en prison, il va être un détenu modèle. Sa culture lui permet de s'occuper de la bibliothèque. Donc, comme il parle très bien le français, il va vite sympathiser avec 2 détenus français qui s'appellent Millon et Blanc, qui sont des petits escrocs qui sont là pour un simple trafic de devises mais minable, une escroquerie aux personnes âgées, quoi. Et ensemble, ils vont faire des projets pour le jour où ils retrouveront la liberté pour aller s'installer en France. Ils mettent en place un gros coup. Monter un institut de beauté qui servira de couverture pour dissimuler leurs activités basées sur l'enlèvement et la demande de rançon. La nuit commençait à tomber lorsque le greffier écrivit les derniers mots de la longue confession de Weidmann. Le juge Berry demanda alors de reconduire le prisonnier dans sa cellule. Weidmann, entouré des policiers, se retire poliment. Quelle mystérieuse personnalité, se dit le juge Berry. On a vraiment le sentiment qu'il est habité par 2 êtres distincts, Jekyll et Hyde. Mais alors qu'il a réussi à maîtriser ses pulsions criminelles, il a craqué tout d'un coup et a tué Jean de Coven. La part du monstre qui était en lui l'a emporté sur tout le reste, son éducation religieuse, son désir d'être reconnu et avant tout son amour pour sa mère, qu'il considérait comme une sainte. Quelque chose s'est déréglé, créant une sorte d'automatisme du crime pour lui. Tuer est devenu banal. Eugène Weidmann, à ce moment-là, a dit lui-même « J'ai découvert à cet instant-là que tuer n'était pas difficile ». C'est-à-dire qu'il l'a étranglé dans un mouvement où il ne pensait pas donner la mort, dans un mouvement d'autodéfense pour récupérer son bien, ce pistolet qu'elle lui avait ravi et qui était un bien aussi précieux pour lui. Et à ce moment-là, quand il est sorti de cette phase un peu d'omnubilation, il s'est rendu compte qu'il l'avait tué et que tuer n'était pas si difficile que ça. Au lendemain de ses aveux, le samedi 11 décembre 1937, Roger Million, Colette Tricot et Jean Blanc, les 3 complices de Weidmann, se sachant recherchés par la police, se rendent au palais de justice de Versailles et se constituent prisonniers. Pour le juge Berry, l'instruction des complices ne fait que renforcer le rôle de chef de gang de Weidmann. Colette Tricot, l'amie de Roger Million, est en pleurs durant toute l'instruction et avoue que si elle est complice du meurtrier, c'est parce qu'il menaçait de tuer elle et son fils si elle révélait ses plans. Elle a juste servi de rabatteuse, mais n'a jamais participé à aucun meurtre. Jean Blanc, lui, était issu d'une famille bourgeoise. Il n'avait pas besoin d'argent, mais s'ennuyait et avait décidé de mener une vie aventureuse de gangster. Cependant, s'il a aidé financièrement Weidmann dans ses entreprises illégales, il n'a pas participé au meurtre. Le juge en est persuadé. Seul Roger Million semble être capable de tuer. On dirait qu'il va chercher là, les derniers pieds nickelés qui existent dans la nature. Millon, c'est une ordure de la dernière espèce, c'est-à-dire qui encore... Autant Weidmann peut paraître des fois sympathique et même attachant, que lui, c'est vraiment la crapule intégrale. Roger Million, lui, il va être méprisé par tout le monde, plus personne ne pourra le supporter, parce que lui va rentrer dans des crises de fureur, va clamer son innocence malgré l'évidence au moins 2 de ses crimes. Pourtant, il nie toute implication. Lui aussi est une victime de Weidmann, qui l'accuse notamment d'avoir tué Leblond, l'impresario. Mais avant la confrontation entre Million et Weidmann, afin de déterminer leur rôle,
un journaliste va faire une découverte étonnante qui va déboucher sur une nouvelle victime de Weidmann. Les policiers n'avaient pas isolé la Woolsey aux visites. Les journalistes avaient déjà commencé à se précipiter un petit peu pour avoir des renseignements. Et Frédéric Potcher, qui était à l'époque tout jeune journaliste d'investigation judiciaire, va aller fouiner un petit peu dans la maison pour voir ce qu'il peut trouver. Et il trouve entre autres choses dans la cave des photos d'une femme dont il trouve le nom du photographe, qui est un photographe de Strasbourg, en tous les cas de l'Est. Et il va lui-même trouver ce photographe et on va très vite découvrir que Janine Keller avait répondu à une petite annonce qui demandait une dame de compagnie pour aller accompagner quelqu'un dans un voyage dans des pays étrangers. Et en fait, Weidmann était allé la récupérer à la gare et l'avait emmenée en voiture avec son ami Million. Et ce sont tous deux qui l'ont assassinée dans la caverne des brigands, dans la forêt de Fontainebleau. Weidmann, interrogé par le juge Berry sur cette affaire, confirmera le meurtre de Janine Keller et s'excusera de son oubli lors de ses premiers aveux. Le 12 décembre 1937, les policiers emmènent Weidmann, ainsi que Million, à la Woolsey, afin de vérifier que les corps se trouvent bien là où il a dit les avoir enterrés. Tout d'abord, sous le perron, on déterre le corps de Jean de Koven. Il est momifié. Dans la cave, le corps de Frommer. À l'intérieur de la maison, les policiers trouvent les effets personnels des victimes, les clés de Le Sobre, les papiers de Leblond. Dans le parc, non loin de la Renault de Le Sobre, se trouve la voiture de luxe du chauffeur Koufi. Les policiers récupèrent également de nombreux télégrammes et de nombreuses paires de chaussures. Appartiennent-elles à d'autres victimes? S'interrogent les policiers. Les corps sont sortis et placés dans des cercueils. Enfin, c'est tout un cortège funèbre de voitures, de journalistes, de policiers et de curieux qui se rend à la caverne des brigands, dans la forêt de Fontainebleau, afin de trouver le corps de la pauvre Janine Keller. La foule impressionnante d'enquêteurs, d'avocats, de journalistes escorte le tueur et son complice. Il faut savoir que lorsqu'ils reviennent donc pour la reconstitution avec le juge, les policiers et tout, se vend à l'entrée de cette caverne des cartes postales, parce que cette caverne s'appelle la caverne des brigands à cause de Tissier et sa bande sous Louis XV qui avaient trouvé refuge, mais que sur les cartes postales, on dit dans cette caverne, Tissier et sa bande se sont réfugiés et le grand criminel Eugène Weidmann a commis un de ses crimes les plus crapuleux. Ces cartes postales sont vendues à tout le monde. Le juge, la police et Weidmann signent les cartes postales pour la foule qui est autour. Tout le monde était content d'être les vedettes, de signer les autographes sur ces cartes postales. Sur les indications de Weidmann, on retrouve le corps de Janine Keller, tuée là, encore d'une balle dans la nuque, ainsi que la pelle qui a servi à l'enterrer. Weidmann rajoute aux enquêteurs: vous pouvez analyser les empreintes sur la pelle, elles appartiennent à Million. Ainsi, cette preuve confirmera sa présence sur le lieu du crime. De retour à la Woolsey, les enquêteurs analysent les carnets appartenant à Weidmann et Million. Ils pourront peut-être trouver d'autres victimes. À l'intérieur, ils trouvent différentes petites annonces découpées dans les journaux. Dame anglaise, vraie femme du monde, imposant ses caprices à gentleman aisé et discret. Ou encore, belle Amazone sculpturale, jambes parfaites, divinement fardée et parée de costumes d'une excentricité luxueuse, recevrait d'encadre somptueux, gentleman fétichiste et prix d'originalité, signé Princesse Sonia. Le juge Berry, à la lecture de ces petites annonces,
se demande si les criminels voyaient en ces jeunes femmes des proies faciles ou des objets de fantasme. Les nombreuses paires de chaussures retrouvées dans la maison laissent penser que Weidmann était collectionneur, peut-être fétichiste, et si oui, selon le juge, cette tendance aurait pu expliquer en partie ses actes criminels. En tout cas, les demoiselles des annonces ne semblaient pas riches, tout comme les victimes de Weidmann. Alors quel était l'intérêt de les kidnapper pour demander une rançon? L'histoire d'Eugène Weidmann fascine la presse qui, de son côté, mène son enquête et interviewe les proches de l'assassin au regard de velours. On apprend que Weidmann, à sa sortie de prison en 1935, a été récupéré par la Gestapo pendant 4 jours. Pourquoi? Que lui voulait la Gestapo? Les rumeurs d'espionnage se font de plus en plus présentes. Voilà, une piste. Peut-être est-il un agent de la Gestapo dont, dans l'esprit des Français, on relie ça à la politique et tout. Et lui expliquera que c'est la procédure. À chaque fois qu'un détenu est relâché d'une prison allemande, il est interrogé par les services de la police criminelle allemande, qui veulent avoir des renseignements sur l'état d'esprit dans les prisons, s'il a des choses à dire sur ses co-détenus, effectivement pour prévenir d'autres crimes, des tentatives d'évasion et autres. C'est une procédure tout à fait habituelle, donc qui n'est pas, c'est une piste qui tourne court. On sait bien que la Gestapo n'a rien à voir, mais c'est relancé aussi quand des témoignages de réfugiés vont dire oui mais attendez, on passe pas la frontière allemande et française comme ça. Si on n'est pas en règle, et Weidmann est venu comme réfugié, il est parti d'Allemagne sans autorisation, il n'avait pas de visa ni rien, c'est forcément qu'on est aidé. On ne peut pas traverser une frontière aussi stricte que la frontière franco-allemande comme ça. Weidmann expliquera qu'il a couru, qu'il s'est jeté dans les fossés, qu'il a réussi à passer. Oui, pourquoi pas, ça arrive. A priori, ça a dû arriver avec Weidmann. Mais à chaque fois, vous voyez, on veut toujours ramener ça sans arrêt à un contexte politique parce qu'on veut trouver des raisons à tout ce qu'il a fait. Ce qui frappe le juge Berry, c'est le contraste entre les ambitions de Weidmann et les faits minables qu'il a commis. Comment un homme aussi organisé, il s'est créé plusieurs identités, Carrère, Monsieur de Massy, Monsieur Braun, a pu rater tous ses coups. Il ne tue que pour quelques centaines de francs. Le grand bandit à l'américaine qui intrigue tant les journaux n'est en fait qu'un petit criminel sordide. À chaque fois, sur tous les gens que Eugène Weidmann va tuer, il va leur faire les poches. Comme les détrousseurs de cadavres, après une bataille, vont faire les poches des cadavres. Et lorsqu'il va avoir assassiné l'agent immobilier, il va prendre ses chaussures et ses bretelles. Et immédiatement, il vient de le tuer, il change ses propres paires de bretelles parce qu'elles sont usées. C'est quand même pas le grand butin, quoi. Après plus d'1 an d'instruction, le 6 mars 1939, le Quatuor comparaît devant la cour d'assises de Versailles. La défense de Weidmann est assurée par maître René Jardin, maître Raoult, le bâtonnier Planty et le grand ténor du barreau, maître Vincent de Moreau-Giaferi. Vincent de Moreau-Giaferi, qu'on appelle le plus souvent Moreau, il est considéré comme l'un des plus grands avocats du XXe siècle. Et dans l'entre-deux-guerres, on peut dire que c'est quasiment la star du barreau parisien, notamment depuis qu'il a été l'avocat de Eugène Dieudonné de la bande à Bonneau au début du siècle. Il a été l'avocat de Landru. Donc là, il est vraiment devenu une star parce que c'est l'une des plus grandes affaires de l'époque. Et puis là, en 1939, il a déjà 60 ans. Donc on peut dire qu'il est au fait de sa gloire, Vincent de Moreau-Giaferi. Et il a fort à faire, car les experts psychiatres qualifient Weidmann responsable de ses actes et donc condamnable à la peine de mort. C'est un peu l'avocat des missions impossibles. Landru, déjà, c'était mission impossible. Et là, il revient encore dans une affaire où il sait au départ que sa mission est impossible. Eugène Weidmann, non seulement il a avoué ses crimes, il ne parle pas, il ne veut pas expliquer ses crimes, et puis il dit lui-même qu'il veut être condamné à mort. Et ça, c'est parfait pour Vincent de Moreau-Giaferi, puisque lorsqu'il le dit lui-même, la tâche d'un avocat n'est jamais aussi noble
que lorsque la mission s'avère impossible. Parce qu'il est le dernier rempart face à une société qui accuse un criminel. Et évidemment, on voudrait l'envoyer à l'échafaud sans procès, toujours un grand criminel comme ça. Et lui, il se pose comme le rempart de la justice. Donc là, il dit lui-même, je mesure l'importance de ma tâche, puisque toutes les forces de la société accusent mon client, et lui-même reconnaît ses crimes. Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas le condamner à mort. Les premiers jours du procès se déroulent avec les différents témoignages des familles des victimes en pleurs. L'accusation est lourde, l'ambiance pesante. Million clame toujours son innocence. Weidmann refuse de dire pourquoi il a tué son ami Frommer. L'issue funeste de ce procès ne fait pas de doute. Et pourtant, Vincent de Moro-Giaferi croit qu'il est capable de sauver son client. Il se lance dans une grande diatribe d'abord contre la peine de mort en expliquant que si elle a tué le criminel, elle ne tue jamais le crime. Il explique aussi pourquoi c'est impossible de le condamner à mort. Parce que pour lui, il est anormal. Il y a eu des expertises psychiatriques qui ont dit que Weidmann n'était pas fou, mais il dit, si vous voulez, il n'est pas fou, mais il est au moins anormal. Et l'anormal, celui qui est dangereux pour la société, il faut l'écarter de la société. Il faut l'emprisonner, on peut le museler, mais en aucun cas le tuer. C'est pas possible. Dans une société avancée, on ne peut pas le tuer. Alors, la première chose, il explique que Weidmann est allemand, qu'il a grandi dans un climat particulier en Allemagne, dans le contexte de la guerre de 14-18. Ensuite, il a grandi toute son adolescence et sa jeunesse dans l'Allemagne nazie. D'ailleurs, ses parents sont nazis. Et Vincent de Moro-Giaferi prend d'abord des précautions en expliquant qu'il n'a rien contre le peuple allemand. Je rappelle qu'on est en mars 1939. La Tchécoslovaquie vient d'être envahie par l'Allemagne nazie. Donc, il va prendre cet exemple sans citer les nazis, mais en expliquant que les Allemands, même s'ils aiment le peuple allemand, ont toujours été un peuple qui a agi par la force et qui s'est toujours servi là où il voulait se servir. Et il dit Weidmann a grandi dans ce contexte. Et il dit Weidmann n'est que le produit d'un certain climat, qui est cette Allemagne nazie, et de sa propre maladie mentale pour lui, enfin de ses propres problèmes. Et ce mélange a créé ce grand criminel. La plaidoirie de Moro-Giaferi a tenu en haleine le public et les jurés pendant 4 heures. Cependant, sauvera-t-elle la tête de Weidmann? Le 31 mars, le verdict tombe. Indulgent d'un côté, Colette Tricot est acquittée, Jean Blanc écope de 20 mois de prison. Mais les jurés n'ont pas pardonné les crimes commis par Million et Weidmann, et pour eux, c'est la peine de mort. Weidmann est impassible, Million, lui, hurle et s'évanouit. En prison, Weidmann est à nouveau un détenu exemplaire. Il passe son temps à écrire ses mémoires auprès de son avocate, Renée Jardin. Il se tourne vers Dieu et quand sa mère lui rend visite, ils prient ensemble. Il écrit une lettre à son avocat, maître de Moro-Giaferi, afin de le remercier pour sa plaidoirie, ainsi qu'une lettre au président de la République, afin de disculper Roger Million. Le 16 juin 1939, le président Albert Lebrun commue la peine de Roger Million en prison à perpétuité. Mais pour Weidmann, c'est bien la guillotine qui l'attend. C'est le 17 juin 1939 que Weidmann va être guillotiné devant l'entrée de la prison de Versailles par le bourreau Jules-Henri Desfourneaux. Donc on est le 17 juin, on est à 3-4 jours du solstice d'été, donc les jours les plus longs de l'année. Le soleil se lève très tôt. Normalement, les exécutions se passent à 3h30 à ce moment-là, puisqu'elles se passent toujours quand le soleil pointe. On est encore dans la nuit et les gens ne peuvent pas voir grand-chose. Et là, ça va se faire à 4h30 du matin, donc le soleil est déjà très haut dans le ciel, et ça va donner lieu notamment à au moins 2 vidéos et une grosse série de photographies qui vont montrer pour la première fois à la plupart des gens à quoi ressemble une exécution, à quoi ressemble la guillotine. La foule qui assiste au spectacle parvient à déborder le service d'ordre. Alors adolescent, le comédien anglais Christopher Lee, connu plus tard pour son rôle de Dracula, assiste à l'événement et donne ce détail dans son autobiographie.
Enfin, Eugène Weidmann, digne, se présente devant la guillotine. Weidmann, donc le 17 juin 1939, le dernier jour de son existence, et ce n'est pas une personne inquiète, on va dire. Il va aller à sa mort, comme on dit, courageusement. C'est un terme qui est assez galvaudé, qui est utilisé souvent par la presse, pour dire qu'il y allait sans rechigner, sans traîner des pieds. En quelques secondes, le bourreau Jules-Henri Desfourneaux pousse Weidmann sur la bascule et actionne le coup près. Tout se passe très vite et l'horreur est telle qu'on raconte même que certaines femmes hystériques plongèrent leur mouchoir dans le sang de l'assassin qui s'écoule le long de la guillotine. Mais ça a été volontairement exagéré et monté en épingle pour rendre la chose encore plus affreuse et donc faciliter l'interdiction. Parce qu'il faut quand même se dire qu'il y a quand même une seule semaine qui s'écoule entre l'exécution et l'abolition des exécutions publiques en France. Le gouvernement s'émeut de ces désordres et le 24 juin, le président du Conseil, Édouard Daladier, promulgue un décret-loi interdisant les exécutions capitales en public. Après l'exécution spectacle de Weidmann, les condamnés à mort seront guillotinés dans l'enceinte des prisons, à l'abri des regards de la foule. La mesure fut effective dès l'exécution suivante, celle de Jean Dehaene, le 19 juillet à Saint-Brieuc. Weidmann est enterré dans une tombe anonyme du cimetière des Gonards à Versailles. Une amie de cœur, connue en prison, lui évitant la fosse commune, en obtenant du procureur une sépulture sans nom. C'est ainsi qu'Eugène Weidmann reste dans l'histoire de la justice française comme le dernier condamné guillotiné en public.